Merci d'être là ensemble pour parler d'une discipline scientifique qui peut vous sembler peut-être pour pas mal d'entre vous éloignée de vos préoccupations. On va parler de biologie essentiellement, mais pas seulement. On va parler de sciences en général également. Les biologistes, évidemment, comme vous le savez, cette année sont particulièrement festifs puisque on fête le bicentenaire non seulement de la naissance de Charles Darwin, mais aussi de la parution de la philosophie zoologique de Lamarck, et puis le 150e de la parution du livre majeur de Charles Darwin, qui est L'origine des espèces. Et c'est un petit peu du contenu central de ce livre dont on va parler ce matin, et surtout de la façon dont ce contenu, son actualité, mais c'est surtout la façon dont il est reçu en dehors du monde des sciences, et voire même contesté en dehors du monde des sciences. Donc l'évolution, 150 ans, alors Charles Darwin, grand naturaliste s'il en faut, n'utilise pas le mot évolution dans la première édition de L'origine des espèces. Le mot n'a pas ce sens-là à cette époque-là. Néanmoins, il va proposer, et c'est la raison pour laquelle nous fêtons ce livre cette année, il va proposer un mécanisme par lequel on peut comprendre la transformation progressive des espèces au cours du temps. Il y avait eu préalablement un mécanisme proposé par Jean-Baptiste Lamarck, mais ce mécanisme, qui date de 50 ans avant, n'a pas été retenu par les scientifiques postérieurs. Donc celui qui est retenu essentiellement dans sa constitution, c'est celui de Charles Darwin, et c'est la raison pour laquelle on continue à en parler. Darwin a une œuvre de naturaliste extrêmement riche. Je ne voudrais pas qu'on réduise tout son travail à la seule idée de sélection naturelle, que je vais essayer d'expliciter dans un instant. Il y a énormément de choses. Il y a un Darwin écologiste, il y a un Darwin anthropologue, il y a un Darwin géologue, il y a un Darwin botaniste, il y a un Darwin... enfin bref, c'est vraiment un pan entier, tous les pans des sciences naturelles qui sont traités par cet homme. Et d'ailleurs... son ouvrage central et quelques ouvrages annexes, mais non moins importants, comme par exemple La filiation de l'homme en 1871, eh bien, ces ouvrages posent un programme de recherche pour les 2 siècles qui vont suivre. Darwin pose des énigmes, fait des conjectures, mais n'a pas toujours l'approche expérimentale pour valider ces conjectures. Les conjectures, ce sont ses successeurs qui vont s'en emparer. Ne serait-ce que la sélection naturelle, par exemple, il faut savoir que 60 ans après la parution de L'origine des espèces, l'hypothèse centrale de sélection naturelle reste une conjecture extrêmement plausible qui ne sera validée expérimentalement que 60 ans après. Le programme classificatoire de Darwin est un véritable cahier des charges fixé aux classifications des naturalistes. Nous ne parviendrons à remplir ce cahier des charges que 100 ans après seulement. C'est vous dire la portée dans le temps du travail de Charles Darwin, aussi bien du côté des mécanismes de l'évolution, sélection naturelle, que du côté de l'analyse des rapports entre les choses, les structures, en sciences naturelles, pour ce qui relève de la classification. Alors revenons aux questions fondamentales que se posent les naturalistes depuis au moins un siècle avant Darwin. La question fondamentale des naturalistes depuis la Renaissance, mais on va dire surtout depuis Linné, depuis le début du XVIIIe siècle, c'est d'où vient cet ordre apparent que nos sens perçoivent dans la nature. Comment se fait-il qu'il y ait des tigres, qu'il y ait des guépards, et puis que les tigres font des petits entre eux, les guépards font des petits entre eux, mais il n'y a pas de machin qui soit un mélange de tigre et de guépard. Il y a des entités dont on a l'impression qu'elles sont stables, et à cette stabilité, Buffon, grand naturaliste français, va associer à ces entités une force de cohésion qui est donc la reproduction entre soi, l'interfécondité et la descendance fertile. Il y a d'abord un ordre apparent traduit par des individus qui se reproduisent entre eux, qui font de la descendance fertile, et on va associer à ces ensembles d'individus la notion d'espèce. D'où vient l'ordre apparent dans les espèces, et surtout d'où vient l'ordre dans la distribution des attributs que portent les êtres vivants. Par exemple, tout ce qui a doigt a déjà membre antérieur. Je n'ai pas de doigt qui se balade s'il n'y a pas un membre antérieur avant. Tout ce qui a membre antérieur dans la distribution des attributs parmi les espèces dans la nature, tout ce qui a membre antérieur a déjà des vertèbres. Il n'y a pas de membre qualifié de chiridien avec cette partie, cette double partie, cette partie. Il n'y a pas de membre antérieur ainsi constitué en dehors de ceux qui ont déjà les vertèbres.
tout ce qui a vertèbre a déjà crâne. Je ne trouve pas de vertèbre en dehors de ceux qui ont un crâne. Ceux qui ont un crâne. Donc, vous voyez, dans la distribution des attributs parmi les espèces, on a l'impression qu'il y a un emboîtement, il y a un ordre apparent dans la distribution des attributs. Et vraiment, les naturalistes s'interrogent sur l'origine de cet ordre. Alors, évidemment, au début du XVIIIe siècle, la science n'a pas encore pris son émancipation à l'égard du pouvoir théologique. Et donc, en fait, on attribue à cet ordre une origine clairement divine. La science, à l'époque de Linné, reste le serviteur de la théologie. Le XVIIIe siècle est un siècle passionnant en Occident parce que c'est la période au cours de laquelle les sciences, précisément, s'émancipent politiquement vis-à-vis de ce qu'on conçoit comme étant leurs obligations à l'égard de la théologie. Un petit exemple pour vous donner les idées du rapport de force entre les deux type d'approche sur le monde. Buffon, je reviens sur Buffon, qui faisait dans ses forges à Montbard des expériences sur l'âge de la Terre. Il possédait des forges en Bourgogne et il portait à incandescence des sphères de composition contrôlée et de diamètre connu. Et il calculait le temps qu'il fallait à ces sphères pour refroidir de manière à ce qu'on ait la croûte, la surface, donc à température ambiante. Et puis, avec une règle de 3, il essayait d'inférer l'âge de la Terre, dans l'hypothèse de base, évidemment, que la Terre fut à l'origine incandescente. Et puis, la première publication, en 1751, il trouve un âge de la Terre qui est quelque chose de l'ordre de 75 000 ans. Et ce chiffre est intolérable pour les théologiens de la Sorbonne qui convoquent Buffon et qui le somment de récuser publiquement les résultats de ses expériences. Ce que Buffon va faire, il va donc nier ces résultats devant l'autorité religieuse, et puis il serait sorti de là en disant il vaut mieux être plat que pendu, et il est retourné à Montbard continuer ses expériences. Ce siècle est vraiment passionnant parce qu'en quelques décennies, la Sorbonne perd les moyens politiques d'intimider les scientifiques. Buffon recommence ses expériences et publie un nouveau résultat en 1778, où là, l'âge de la Terre fait un bond en arrière. Alors je ne me souviens plus combien exactement, mais on dépasse les 100 000 ans, je crois. Mais là, la Sorbonne n'a plus les moyens d'intimider Buffon. Les scientifiques ont acquis une certaine autonomie. Et c'est-à-dire qu'en fait, sur les questions fondamentales, et en particulier l'origine des éléments trouvés dans la nature, eh bien, on va pouvoir suivre la communauté, ce qu'on n'appelle pas encore la communauté des scientifiques, mais des hommes de bonne foi qui vont décider, sans jeu de mots, pardon, qui vont décider de ne traiter de questions de fait qu'à l'aide de l'expérience. Ils vont suivre un programme que Buffon ou Diderot ont fixé déjà au courant XVIIIe, c'est n'expliquer la nature qu'avec les seules ressources de la nature. Et c'est ainsi que Darwin va se comporter. C'est un premier élément important à comprendre. La raison pour laquelle Darwin, dans l'origine des espèces, ne fait pas appel spécifiquement à une providence, à un créateur ou à une transcendance, ce n'est pas nécessairement par volonté de nier le contenu théologique, on va dire, qu'on est censé admettre dans l'Angleterre de l'époque. Ce n'est pas spécialement pour le nier, c'est simplement qu'il suit le contrat de neutralité métaphysique que les scientifiques, on va dire, signent tacitement entre eux à la charnière 18e-19e siècle. Donc, Darwin se comporte tout simplement en scientifique, il n'entend plus répondre aux questions sur l'origine des êtres vivants que par des causes naturelles. On n'explique plus la nature qu'avec les seules ressources de la nature. Et donc l'origine de cet ordre dont je parlais tout à l'heure, d'où viennent les espèces, d'où vient l'ordre apparent dans la distribution des attributs, c'est clair, fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle, on n'aura plus recours à la transcendance, tout simplement pour des raisons de nouveaux contrats que les sciences vont passer avec les connaissances. On laisse les options métaphysiques personnelles au vestiaire du laboratoire, et à la paillasse au laboratoire, on ne partage que ce qui peut être appréhendé expérimentalement sur des questions de fait, dans une quête honnête de réponses rationnelles, spécifiques, sur des phénomènes du monde réel. Et donc, ce nouveau contrat, Lamarck d'abord, et puis Darwin vont le respecter. Ce qui ne va pas être le cas de tous les naturalistes début XIXe siècle, je vous l'accorde. La période est compliquée. Vous avez des fixistes et des créationnistes encore jusqu'au beau milieu du XIXe siècle.
On peut citer Cuvier, on peut citer Agassiz, enfin il y en a quelques-uns. Alors Charles Darwin va se comporter comme empiriste et va se comporter comme scientifique avant tout pour expliquer le mécanisme par lequel les espèces se transforment. Donc rappelez-vous, la question c'est d'où vient l'ordre apparent dans la nature. Premier réflexe intellectuel, pour pouvoir voir ce qu'on va considérer comme étant le carburant de l'évolution biologique, c'est-à-dire la variabilité au sein des espèces, il va falloir tourner le dos à une attitude philosophique qui était majeure dans le siècle précédent. C'est simple à comprendre et en même temps, ce n'est pas simple à gérer. Parce qu'on a toujours ces choses-là larvées dans nos réflexes culturels. Quand vous dites qu'il y a des espèces, vous pouvez vous dire, l'espèce, dans le vivant, il y a des forces divergentes, il y a l'altération du vivant. Les vivants sont des systèmes complexes qui sont altérés en permanence. L'altération aléatoire permanente du vivant peut fonctionner comme une force de divergence. Les espèces vont diverger les unes des autres. La reproduction entre soi est une force de stabilisation. Certes. Mais ce n'est pas comme ça qu'on raisonnait avant Darwin. On avait l'impression, avec Linné, début XVIIIe siècle par exemple, le grand classificateur Linné, on avait l'impression qu'il y avait bien des chats noirs, des chats blancs, des chats roux, des chats à poils ras, des chats à poils longs, mais tout ça c'était un peu du caprice, c'était un peu de la variation autour d'un thème, si vous voulez. Et le thème c'était le type. Et Linné donnait la priorité dans son appréhension du vivant au type et négligeait la variation. Parce que le type était conçu comme le moule d'origine providentielle dans laquelle on avait mis une patte, si vous voulez, mais cette patte était corruptible. Le chat noir, le chat blanc, le chat roux, les variations autour du thème chat sont des corruptions matérielles qui relevaient de toute façon d'un moule idéal voulu par la volonté divine, qui est le type chat. Ces individus variants sont considérés comme négligeables. La variation est négligeable pour Linné, ce qui compte, c'est le rattachement au moule idéal. On est dans une pensée idéaliste, et de plus, on est dans une pensée essentialiste, parce que les individus qui sont là, malgré leur variation, ne valent que parce qu'ils sont porteurs d'une essence qui les transcende, et qui est l'essence du chat. Et cette pensée-là, elle est complètement cohérente avec la théologie de Linné. Linné, il faut bien voir que Linné, quand il classe la nature, Linné considère qu'il est dans la pratique d'une science qui est la science divine. La systématique, la science des classifications, donc pour Linné, c'est la science divine parce que c'est à travers elle qu'on va restituer à la perception humaine ou à l'intelligence humaine la perfection du plan divin. On est vraiment dans une transmission directe entre science et théologie avec Linné. Il n'est donc pas surprenant que Linné soit à la fois fixiste, idéaliste et essentialiste. C'est le fonds de commerce des trois grands de religion du texte. C'est le fonds de commerce des trois grands monothéismes, en fait. Et un des blocages majeurs qu'on a encore aujourd'hui pour enseigner l'évolution dans les classes, au niveau du collège et du lycée, ce sont ces réflexes philosophiques-là qui avaient bloqué Linné. Enfin, bloqué, il n'avait pas cherché à... C'est un anachronisme que de dire ça. Linné n'avait pas cherché à parler d'évolution, le concept n'existait pas. Mais si vous voulez, c'est ce dont il a fallu que Darwin se débarrasse pour arriver à penser la variation comme étant le carburant de l'évolution. Donc c'est bien parce que c'est bien parce que vous avez laissé tomber les moules idéels que vous êtes capable de regarder la variation pour ce qu'elle vaut plutôt que de la regarder comme du négligeable. Et c'est ce que fait Darwin. Darwin est nominaliste, c'est-à-dire que dans la nature, il y a des individus, on va faire avec ces individus des ensembles, et on va poser des étiquettes sur ces ensembles. Ces ensembles, ce qui compte, c'est qu'ils soient cohérents, c'est pas qu'ils relèvent d'un plan divin, il n'y a pas de plan divin par contrat épistémologique, vous l'avez compris. Il faut que ces ensembles soient cohérents, et les étiquettes que nous posons sur ces ensembles sont des conventions de langage, on y reviendra tout à l'heure. Donc Darwin, au lieu de voir le type chat, il voit des chats noirs, des chats blancs, des chats roux, des grands chats, des petits chats, des chats enfin bref, vous m'avez compris. Il y a effectivement une variabilité à l'intérieur d'un ensemble de ceux qui font des petits ensembles et qui laissent de la descendance fertile. Il y a une énorme variabilité. Pas besoin de connaître l'ADN pour postuler ça. Il suffit de regarder la salle ici. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même tête. C'est le fruit de la variabilité intrinsèque du vivant.
entre nous. Darwin le concevait aussi comme cela, mais sans les détails génétiques, si vous voulez. Il n'y avait pas de génétique à l'époque. Cette variabilité est tout simplement le fruit de l'altération du vivant. La force première, en fait, et ça, on ne le dit pas assez, la force première d'une évolution, du vivant, c'est tout simplement les erreurs, les altérations, disons-le, quelle que soit la cause, qu'elle soit externe à l'organisme ou interne à l'organisme, le vivant est altéré en permanence. C'est pour ça que vous vieillissez, et c'est pour ça aussi que, sur le long terme, c'est pour ça que nous évoluons, en fait. La variabilité, c'est l'aptitude naturelle donc des individus qu'on met à l'intérieur d'une espèce à varier, tout bêtement. Et ça, il n'y a pas besoin de connaître la génétique et les détails des causes de la variation pour le constater. Hein. Là, je vous fais le raisonnement de Darwin pour inférer un mécanisme, faire une conjecture de mécanisme qui va se révéler être extrêmement puissante. Deuxième constat de Darwin, sélectionnabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Darwin se documente beaucoup sur les horticulteurs, sur le travail des horticulteurs, le travail des éleveurs, et il sait que ces professions sont capables d'utiliser la variation et de la manipuler pour arriver à des résultats qui les intéressent. Faire des vaches qui font plus de lait, faire des cochons. L'Angleterre du XVIIIe siècle lance un programme de sélection sur les porcins, et au XIXe siècle, il y a des résultats palpables. Avec un cochon de la moitié du XIXe siècle, il est très différent d'un cochon du début du XVIIIe. Hein. Vraiment, il y a un sacré travail chez les éleveurs fait sur les porcins. Bref, il n'y a pas que les porcins, c'est juste une anecdote pour vous le dire, mais c'est le moment où on a des résultats probants précisément au niveau de la sélection artificielle. Darwin s'y intéresse beaucoup et avec cette idée de sélectionnabilité, il constate tout bêtement que cette variation, elle se laisse sélectionner de l'extérieur. Là, il n'y a pas besoin non plus d'avoir recours à beaucoup de choses compliquées. Hein. C'est un constat. C'est que sélectionnabilité implique en fait l'héritabilité des traits qui varient. Les traits, non seulement ils varient, mais les variations produites sur ces traits sont héritables. Elles sont transmises à la génération suivante, et c'est comme ça que les horticulteurs et les éleveurs peuvent produire ce qu'ils ont envie de produire. La question, je vous rappelle, c'était d'où vient l'ordre apparent dans la nature? D'où vient le fait qu'il y ait des entités dont on a l'impression qu'elles sont closes en termes de reproduction et qu'elles sont closes aussi en termes de constitution physique? Il n'y a pas d'intermédiaire entre le tigre et le guépard. Il n'y a pas de chien avec des coups de girafe. C'est quand même bizarre cet ordre dans la nature. Ce n'est pas le bazar dans la nature. Allez, entre nous, c'est un peu le bazar aussi, mais ça, on verra ça plus tard. Disons qu'en première instance, on a vraiment l'impression de percevoir des choses fixes et pérennes. Mais en fait, ce sont nos yeux qui nous trompent. Vous verrez ça tout à l'heure. Quel est l'ordre apparent dans la nature et quelle est l'origine de la distribution des attributs? Eh bien, l'ordre apparent, Darwin se demande si dans la nature, il n'y aurait pas des agents qui agiraient un petit peu de manière similaire à la façon dont les horticulteurs et les éleveurs agissent sur la variation. Quels sont ces agents dans la nature qui pourraient éventuellement agir de la sorte? On va y répondre avec un troisième constat, indirect. On fait un petit détour là. C'est que un troisième constat que fait Darwin, c'est que les espèces ont toutes en elles-mêmes un potentiel à surpeupler. Il y a une aptitude naturelle au surpeuplement. Si vous laissez des ressources à une espèce, à chaque fois que vous pouvez constater que vous laissez des ressources, je ne veux pas dire à l'infini, mais quand vous élargissez l'horizon des ressources pour une espèce, eh bien cette espèce pullule. C'est très bien documenté au XIXe siècle, lorsqu'on transpose par exemple certaines espèces du milieu européen vers des milieux où l'Angleterre n'arrête pas d'envoyer des bateaux un peu partout dans le monde, et on transpose des rats, des chiens, des chats, des lapins, enfin bref, on fait des dégâts écologiques considérables à l'époque, simplement en voyageant. Et quand on apporte sur une île, ou même quel que soit l'endroit d'ailleurs, quand on apporte à un endroit une espèce d'une origine exogène, soit il y a une extinction immédiate parce que l'espèce ne s'acclimate pas, soit elle s'acclimate, mais alors là, il y a pullulation. Il y a pullulation précisément pour une raison que vous allez voir tout à l'heure. Chaque espèce semble porter en son sein un potentiel au surpeuplement. Or, quand Darwin voyage sur le Beagle entre 1831 et 1836, et qu'il passe par exemple en Amérique du Sud,
il accoste au Brésil, il parcourt les milieux là-bas, et que voit-il? Il voit des milieux non perturbés par l'homme, et le constat qu'il fait, il est quand même remarquable, c'est que moins le milieu est perturbé par l'homme, plus il y a d'espèces présentes en coexistence. C'est quand même bizarre. Si chacune des espèces a un potentiel au surpeuplement, dans un milieu normal, enfin naturel, je veux dire non perturbé, on devrait trouver une seule espèce hégémonique qui prend toute la place. Or, c'est précisément le contraire qu'on trouve. Moins le milieu est perturbé par l'homme, plus le milieu est riche en espèces coexistantes. Et donc, la déduction, c'est que, précisément, ces équilibres sont dus au fait que, en dépit de la capacité à surpeupler de chacune représente pour chacune des autres le propre facteur limitant qui l'empêche de surpeupler. Et donc, votre agent sélectif, il est là. Chacune, donc je répète, a un potentiel au surpeuplement considérable, mais elle est limitée dans ses ressources par les voisines qui sont à côté et qui, éventuellement, captent les mêmes ressources. Alors, quand je dis ressources, prenez-le au sens large. C'est peut-être de la nourriture, d'accord, mais ça peut être aussi accès à l'ensoleillement, accès à l'eau, enfin bon, bref, tout ce qui peut être effectivement de l'ordre des besoins dans le développement d'une espèce donnée. Donc chaque espèce est un facteur sélectif à l'égard des autres, et l'existence de chaque espèce est le fruit de ce qui est toléré par toutes les autres espèces en fait, et puis par voie d'extension tous les facteurs biotiques et abiotiques. Eh bien c'est cela la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est tout simplement le fait que ces discontinuités que nous percevons dans la nature, le fait qu'il y ait des intermédiaires qu'on ne voit pas, ça vient du fait que les espèces, si elles ont un moule, il n'est pas dans le moule en question, hein, excusez-moi, je reprends l'idée de moule, mais là, retirez l'idéalisme. Si elles ont un moule, entre guillemets, il ne relève pas des cieux ou du firmament, le moule, il relève en fait du milieu dans lequel l'espèce est. On ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a les copains à côté. Hein. Alors, 3 points pour qu'il y ait sélection naturelle. Il faut qu'il y ait variation, on l'a vu. Il faut qu'il y ait transmission héréditaire des traits. Parce que, qu'est-ce qui va se passer là? On est bien dans des rapports de population, dans des rapports de croissance. La sélection naturelle, finalement, elle se traduit comment? Par un succès reproductif différentiel. Ça découle de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, on a bien vu qu'il y avait des variants, que la variation se produit en permanence. Eh bien, si les facteurs sélectifs sont les facteurs du milieu dans lequel on est, certains variants à un moment donné, sur un trait donné, vont peut-être, à un moment, enfin pour des raisons encore une fois tout à fait aléatoires, vont peut-être être légèrement avantagés dans leur capacité à faire des petits, de par les facteurs du milieu, tout simplement. Et puis, ce variant momentanément favorable va peut-être avoir un certain succès reproductif sur un variant alternatif sur le même trait. Et puis, de proche en proche, de génération en génération, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Le variant qui est momentanément avantagé va avoir une fréquence dans la population qui va augmenter de proche en proche. Si les conditions du milieu se maintiennent un petit moment, ce variant peut éventuellement avoir sa fréquence à 100%, et voilà votre population ou votre espèce qui aura changé de constitution. En fait, vos espèces, elles évoluent tout simplement parce que les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Et une manière d'accélérer la dissemblance entre une génération et la génération n-100, c'est de mettre des facteurs sélectifs dans le milieu. Les facteurs sélectifs vont accélérer en quelque sorte les jeux des fréquences des variants. Et donc, la sélection naturelle se mesure tout simplement en succès reproductif différentiel. Donc, ça n'est ni plus ni moins qu'un succès de reproduction différentielle entre variants, géré par... Enfin, géré, ça ne serait pas le bon mot, mais, influencé par les conditions du milieu. Ce sont donc les 3 règles qui font qu'il y a évolution d'un caractère par sélection naturelle. Là, une petite illustration qui, juste pour expliquer de manière vraiment simpliste le succès reproductif différentiel. Voilà une variation dans une population. Il y a des jaunes, il y a des individus jaunes et il y a des individus, bon là ils sont un peu trop verts, hein, on va dire vert clair. Bon, des jaunes et des verts.
Alors, retenez bien cette idée de reproduction différentielle, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'on fait des petits et pas de la même façon selon les variants. Là, juste pour expliquer le cas de figure, on a un prédateur qui voit bien les verts, mais qui sur le fond sur lequel ces animaux sont, voit mal le jaune. Il se trouve que cet animal se nourrit principalement de scarabées, ce qui fait qu'il va prélever préférentiellement les verts. Et puis finalement, la génération d'après, vous voyez bien que la chance de laisser des petits chez les vers, elle baisse à cause de la prédation qui est effectuée sur les adultes. Les traits qui sont là, ils sont héritables, sinon on n'en parlerait déjà plus. Hein. Donc ils sont héritables, et la fréquence des jaunes va augmenter dans la population. Au bout d'un certain temps, il n'y aura plus que des jaunes. Succès reproductif différentiel. Et puis je vous rappelle que, ça il faut s'en souvenir, hein, l'histoire elle ne se termine pas là. Il y a de l'altération permanente. Vous allez avoir des rouges qui vont apparaître là. Hein. Donc les traits ne cessent de varier au cours du temps. Hein. Donc c'est une espèce de tapis roulant permanent, cette histoire. Bon, voilà, tout bêtement, un succès reproductif différentiel. C'est aussi bête que ça. Mais si vous saviez, on dit parfois les idées les plus simples sont les plus fécondes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si vous saviez la fécondité d'abord en sciences de ces idées, mais en même temps les résistances en dehors des sciences à cette idée. Pourquoi y a-t-il des résistances? Premièrement, il y a résistance parce que, si vous avez compris le mécanisme, tout bêtement, ce que deviendront les populations ou l'espèce demain n'est qu'une affaire de ce que sont les milieux aujourd'hui. Mais les milieux sont changeants eux-mêmes, sont altérés. Là, le milieu, au sens large, a été altéré par l'arrivée de ce prédateur. Bon. On ne peut pas prévoir ce que seront les milieux demain. Imaginez le nombre de paramètres qu'il y a dans un milieu dans lequel vit n'importe quelle espèce. Prenez n'importe quelle espèce, si vous faites la liste des paramètres d'un milieu, c'est énorme. On ne peut pas appréhender, si vous voulez, la probabilité de changement d'un milieu selon certaines modalités. Il n'y a pas de destin. En fait, nous sommes dans un mécanisme au jour le jour qui trie des variants, mais comme les milieux peuvent changer demain, il n'y a pas de destinée à aucune espèce. Alors je vous l'accorde, on ne fait pas non plus un chat à partir d'un ver de terre, il y a bien des contraintes architecturales et des héritages généalogiques qui s'expriment dans chacune des espèces. Tout ça, c'est une question de degré. On ne change pas d'un coup de baguette magique un ver de terre en chat, bien sûr. Il y a donc des contraintes stabilisatrices à travers le temps. Mais malgré tout, il y a une latitude au changement. Il y a une latitude pour le changement. Et cette fenêtre-là de changement, personne ne peut prévoir ce qu'elle donnera demain, parce que personne ne peut prévoir ce que seront les milieux demain. Ça veut dire qu'en fait, au XIXe siècle, Darwin offre une vision de la nature qui est sans destin, et ça va contre tous nos réflexes psychologiques. Nous nous assignons à nous-mêmes et nous vivons nous vivons avec justement une foule d'actes intentionnés par lesquels nous espérons atteindre des objectifs, si ce n'est un destin que nous nous rêvons pour nous-mêmes. Bien que Darwin ne parle de science et que de science, c'est reçu en dehors des sciences comme une vision, si vous voulez, désolante de la nature, parce que une espèce, il n'y a pas possibilité de lui prévoir un destin quelconque. En fait, la variation propose, les milieux disposent, et l'espèce ne sera demain que ce que les milieux en feront, entre guillemets. Hein. Première chose, pas de destin, et ça, encore aujourd'hui, si vous lisez les contenus des discours sectaires anti-darwiniens, c'est ce qu'on dit. Le darwinisme est desséchant, il n'y a pas de destin, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance. Stop, on n'est plus en science là. Depuis quand c'est le rôle des scientifiques de caresser nos espoirs? Il y a des scientifiques dans la salle, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, mais on se trompe. On n'est pas en biologie dans ces objections-là. C'est ça qu'il faut souligner. On attaque la biologie, on attaque Darwin, parce que Darwin a un discours scientifique sur les origines de l'homme et les origines des espèces. Mais finalement, quand on regarde la nature des attaques, ce ne sont pas des attaques qui sont spécifiquement tournées vers la biologie, ce sont des attaques épistémologiques, ce sont des attaques contre les sciences.
puisqu'on reproche aux sciences de ne pas nous caresser dans le sens du poil de ce qu'on voudrait être notre destin, alors il faudrait changer la biologie pour vous offrir une biologie où il y aurait un grand dessein prévu d'avance, qui fait que, par exemple, l'Australopithèque serait engrammé à devenir un Homo sapiens sapiens depuis 3,5 millions d'années, pour ne citer qu'un exemple. Ça n'est pas le rôle des sciences. Si c'était le rôle peut-être à l'époque de Linné, d'accord. Mais j'ai insisté au début, rappelez-vous, à la charnière 18e-19e siècle, les scientifiques changent leur contrat avec la connaissance. Ils ont pour vocation d'expliquer la nature qu'avec les seules ressources de la nature, c'est-à-dire traiter de questions de faits, et d'avoir recours pour gérer une controverse sur des questions de faits à un troisième larron qui est l'expérience scientifique, susceptible d'être reproduite par des observateurs indépendants. Le principe d'autorité n'intervient plus par contrat. Je dis bien par contrat. Vous n'êtes pas naïf et je ne suis pas naïf. Vous savez bien que la société des scientifiques subit les phénomènes sociaux d'influence. Bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on a un contrat, et ce n'est pas parce qu'il y a des entorses à ce contrat dans la réalisation concrète de ces règles du jeu, que les règles du jeu sont mauvaises. Par contrat, nous ne sommes pas censés nous valider mutuellement au regard d'un rapport d'autorité ou de hiérarchie. L'évaluation par les pairs, l'éthos des sciences au sens de Merton, l'évaluation par les pairs, c'est précisément, et l'anonymat de cette évaluation est précisément là pour garantir l'objectivité de la reproduction d'un phénomène et ne pas faire intervenir de facteurs, on va dire, sociaux trop forts. Bon, on est en train de dire tout simplement que ici il n'y a pas de destin, c'est pas pour embêter les religions. S'il n'y a pas de destin, c'est parce que c'est pas aux sciences, c'est pas le boulot des sciences que de servir un destin aux hommes. Servons-nous un destin dans un registre imaginaire, dans un registre politique, dans un registre citoyen, enfin bref, il y a bien des endroits pour discuter de ça, mais ce n'est pas le boulot des sciences au laboratoire. Vous voyez que la première des objections qui est faite, elle est faite finalement contre les sciences, pas tellement contre Darwin, l'homme, ni d'ailleurs pour sa production. La deuxième chose qui nous désole en dehors des sciences, avec ce contenu-là, c'est le fait que l'individu s'efface. Ça, il faut comprendre ça. L'individu, en matière d'évolution, il compte pour peanuts. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les grandes tendances, on va dire des forces génétiques, pas à l'époque de Darwin, mais dans un néo-darwinisme contemporain, style deuxième moitié du XXe siècle, nous savons, avec la génétique, que nous nous comportons un petit peu comme des conduits passifs. Je m'explique. Vous avez beau vous tatouer, vous mettre des piercings, vous couper les cheveux, vous coupez les oreilles. Il y a même certaines religions qui coupent le prépuce des garçons depuis des générations et des générations. Le prépuce, il est toujours là. On coupe les oreilles des boxers depuis des générations. Les boxers continuent à naître avec les oreilles longues. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'altération faite au soma n'est pas transmise à la génération. Ça veut dire que sur le plan de la transmission, vous avez beau faire ce que vous voulez avec votre corps, vous ne serez jamais qu'un conduit passif des gènes que vous avez reçus de vos parents et que vous transmettez à votre descendance. Franchement, c'est pas tellement, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très valorisant de se dire, tiens, en tant qu'individu, je ne suis qu'un conduit passif. La seule chose que vous, individu, vous puissiez faire pour influencer votre destin évolutif, destin entre guillemets bien sûr, la seule chose que vous puissiez faire, c'est le choix de votre partenaire sexuel, là vous pouvez agir, et le nombre de petits que vous allez faire avec lui. Parce que le raisonnement sélectif, c'est un raisonnement populationnel. Combien a-t-on de blocages, encore dans l'enseignement aujourd'hui en France, ou dans des documentaires télévisés, où on vous ramène l'évolution à une affaire d'initiative individuelle, ou à une affaire d'individus qui se transforment, ce qui mélange allègrement le développement embryonnaire et l'évolution. Je pense par exemple à ce documentaire qui est passé sur la 3e chaîne. C'est un documentaire de la BBC où on vous reconstitue les êtres vivants du passé en 3 dimensions, dans leur milieu d'époque reconstitué. C'est très spectaculaire, c'est très joli, c'est très bien fait, c'est réussi. Dans le dernier, je crois, si je ne me trompe pas, il y a ce que j'appelle le syndrome du morphing. Ça y est, paf, on tombe en plein dedans. On parle d'évolution, ou on croit parler d'évolution, et qu'est-ce qu'on montre ? On montre un individu, alors poisson, allons-y, et puis cet individu, on le voit qui se transforme. Il devient une grenouille, il devient un lézard, et puis il se transforme, il devient un mammifère, il devient un singe, il devient un homme. Ça y est, on est arrivé. Et c'est un individu. Et là où j'ai vraiment éclaté de rire avec ma fille, c'est que
quand vous regardez le processus fait l'objet d'un bruitage, d'un traitement par bruitage. Quand les nageoires se transforment en pattes, ça fait du bruit. Vous voyez qu'on essaie de faire un documentisme. On peut se dire, bah voilà, c'est mieux que rien, c'est quand même ça de moins pour le créationniste, si vous voulez. Mais tant qu'on n'enseignera pas l'évolution dans la compréhension de son mécanisme, je ne pense pas qu'on fera quoi que ce soit pour la biologie. La sélection naturelle, c'est un phénomène populationnel. L'individu, il n'y est pas pour grand-chose dans cette affaire. Alors ça, en général, ça ne nous plaît pas non plus. Et donc, vous pouvez avoir au moins deux motifs principaux pour lesquels, en dehors des sciences, on continue à faire des objections à la proposition de Darwin. Alors, beaucoup de scientifiques non biologistes font des objections. Je pense par exemple à des physiciens ou à des mathématiciens, parce qu'il y a encore d'autres types d'entités épistémologiques qui interviennent qu'ils n'ont pas compris parce qu'ils ne les gèrent pas dans leur propre science. L'historicité des entités de la nature, ça, c'est pas géré du tout. C'est-à-dire, en fait, l'idée de processus historique, l'idée que chaque micromutation doit être conçue avec une probabilité conditionnelle, conditionnée à l'étape qui est juste avant. En fait, je suis en train de vous parler de quoi? Du problème qu'ont beaucoup y compris de scientifiques, des problèmes qu'ils ont avec le hasard. Pour faire court, quand les objections, mais certains biologistes aussi, Pierre-Paul Grasset pour ne pas le nommer, éminent zoologiste du XXe siècle, continue à dire à la fin de sa vie qu'on ne lui fera jamais croire qu'on a obtenu un œil par hasard. Alors quand vous faites... il y a au moins 4 sens différents du mot hasard, je n'ai pas le temps de développer, mais vous voyez, quand vous faites cette phrase de cette manière, on a l'impression qu'on a un coup de baguette magique, il n'y a rien, et puis ch'ting, il y a un œil. Alors évidemment, l'évolution, c'est pas crédible, si c'est ce sens-là du mot hasard qu'on sous-entend. La notion de processus historique est complètement gommée. Quand on dit on ne peut pas avoir un œil par hasard, j'aime bien la métaphore du généticien des populations Jean-Sébastien Pierre qui nous rappelle cette notion de processus historique en disant, voilà, au moment où Jacques Chirac est né en 1932, quelle était sa probabilité pour devenir président de la République en 2002 ? Alors on fait le calcul, on se dit, voilà, c'est le bébé Chirac né dans une France de 40 millions. Bon, allez, si la France est vraiment démocratique et que chaque citoyen a la même probabilité de devenir président de la République, la proba de Jacques Chirac d'être président, ça va être 1 sur 40 millions. Alors, la notion de processus historique, justement, c'est l'accroissement progressif, événement avec événement, de la probabilité de devenir président, au fur et à mesure qu'on passe des étapes de sélection, alors sélection avec des guillemets, socio-politico-culturelle, là, pour le coup, la veille de ce jour de mai 2002 où il a été élu président de la République, eh bien, la probabilité n'était plus que de 1,5. Que s'est-il passé entre 1932 et 2002 pour que la probabilité passe de 1 sur 40 millions à 1,5? Est-ce que vous auriez crié au miracle? Alors vous avez bien compris, celui qui dit on ne peut pas avoir un œil par hasard, c'est se comporter vis-à-vis du président de la République, comme par exemple, je sors dans la rue, je prends le premier mec qui passe, je lui fous la main dessus, je lui dis toi, ça y est, t'es président de la République, vous voyez? Ça n'a évidemment aucun sens. L'historicité de l'individu Jacques Chirac est de même nature épistémologique que l'historicité de tous les organes portés par les organismes et l'historicité même des espèces. Le hasard dans l'évolution ne peut se concevoir à l'aide de probabilités que sous forme de probabilité conditionnelle, évidemment. La vertèbre n'apparaît pas indépendamment de la corde qui la précède, et la corde elle-même n'apparaît pas dans l'évolution indépendamment de la symétrie bilatérale qui est celle des animaux à cordes, etc. etc. Bon, je passe, il y a énormément de biais épistémologiques vis-à-vis de l'évolution. On les a tous listés, allez, un petit coup de pub, on les a tous listés dans un livre qui va sortir dans un mois, qui s'appelle Guide critique de l'évolution, chez Belin, et on fournit dans ce guide aux enseignants tous les éléments d'épistémologie pour répondre aux élèves sur des questions, la plupart du temps véritablement honnêtes et naïves, parce que les élèves, en recevant les discours médiatiques sur l'évolution, ces discours médiatiques sont davantage des facteurs de blocage plutôt que des facteurs de compréhension. Je ne vais pas vous faire la liste, ça pourrait être très long, mais
nous avons encore aujourd'hui un discours médiatique sur l'évolution qui fait obstacle à la compréhension du mécanisme de l'évolution. Ça, il faut bien le comprendre, parce que les médias, tous autant qu'ils sont, un peu moins le média écrit, mais les médias parlent d'évolution avec des réflexes philosophiques et culturels qui sont incompatibles avec les sciences. Ils parlent d'évolution en étant essentialistes. Le même documentaire, vous avez une phrase par exemple qui dit « L'évolution a doté le crabe d'une carapace ». Réfléchissez à cette phrase. L'évolution a doté le crabe d'une carapace. L'évolution, c'est un truc qui est au-dessus du crabe, qui distribue les tickets. Je vous mens pas, revoyez-le le documentaire, c'est vraiment drôle. L'entité qui reçoit la carapace est crabe avant d'avoir reçu la carapace. Ça, c'est formidable. Alors que si vous êtes systématicien, je vous rappelle que, si vous êtes nominaliste comme on doit l'être en sciences, je vous rappelle que l'ensemble des individus qui portent une carapace, j'en ai fait un ensemble formel, et j'ai validé la cohérence de cet ensemble précisément sur le motif que tous ont une carapace. La notion de crabe n'est que subséquente à la possession d'une carapace, alors que le documentaire télévisé, lui, vous dit eh ben, les crabes ont reçu une carapace par l'évolution. L'évolution, elle n'est pas au-dessus du crabe, premièrement, elle est la dynamique même du vivant, ce n'est pas une entité extérieure au vivant, et deuxièmement, l'entité qui a eu une carapace un jour n'était pas crabe à ce moment-là. C'est une question que me pose une gamine dans une conférence publique à Saint-Ouen, c'était la petite fille, ce sont des questions honnêtes et naïves, hein, je ne me moque pas là. Simplement, je voudrais vous faire toucher du doigt à quel point nous vivons dans une philosophie incompatible avec les sciences biologiques. La petite fille se lève et dit « Monsieur, pourquoi c'est l'homme qui s'est relevé, qui s'est bien marché, qui s'est mis à parler ?» Mais une question tout à fait d'enfant, tout à fait honnête, mais effectivement, la question, elle était essentialiste. Donc vous voyez que la plupart du temps, quand on fait face à des objections sur l'évolution, ce n'est pas de biologie qu'il faut parler, c'est d'épistémologie. C'est-à-dire la mécanique des sciences, comment les sciences fonctionnent et quels sont leurs objectifs. Alors, pour aller un peu plus loin dans les déformations du discours sur l'évolution biologique, allons très vite en disant, j'aimerais quand même pointer ces choses-là, il y a souvent des réductions du propos darwinien à ce qu'on a appelé en anglais le struggle for life, qui est une expression d'ailleurs qui est utilisée par Darwin, mais qui est quand on lit son livre, qui est explicitement pour Darwin un leitmotiv très ramassé. C'est presque comme un slogan, mais ce n'est pas le slogan qui fait le cœur de son travail. Effectivement, si je vous dis le succès reproductif différentiel, c'est ce qui va compter dans le changement des populations au cours du temps, le succès reproductif va dépendre des ressources et il va y bien y avoir des moments où, dans la nature, on va être en compétition sur les ressources. Bon, ça ne fait pas de problème. Mais ça n'est pas le seul mécanisme pensé par Darwin qui explique pourquoi on fait plus de petits à la génération suivante. Darwin ne peut à aucun moment être réduit au struggle for life. La réduction de Darwin au struggle for life, c'est le travail de Herbert Spencer, un contemporain de Darwin, qui fonde ce qu'on appelle l'évolutionnisme philosophique, et qui pioche ce dont il a besoin dans l'origine des espèces, seulement ce dont il a besoin, il en prend une partie, et il le transpose, sans justifier la transposition, dans le champ économique et social, pour justifier le laisser-faire économique de l'Angleterre victorienne. Donc le struggle for life comme promotion de l'ultralibéralisme anglais, c'est le fait de Spencer, ça n'est pas le fait de Darwin. Le laisser-faire social, ce n'est pas le darwinisme social, malheureusement, c'est un Français qui a utilisé cette expression pour la première fois en 1880 pour dénoncer justement les idées de Spencer. Mais il ne s'est jamais agi d'un darwinisme, c'est du spencerisme, il faut bien le dire. Et pour cause, Darwin sait très bien dans deux de ses livres, L'origine des espèces 1859 et La filiation de l'homme 1871, il sait très bien par quelle palette de moyens on peut laisser plus de petits à la génération suivante. Regardez. Échapper aux prédateurs. Oui, effectivement, on fait plus de petits à la génération suivante parce qu'on se calfeutre mieux dans l'environnement. Et vous avez l'origine du mimétisme ici, qui est un phénomène auquel Darwin s'intéresse beaucoup parce que ça interpelle tout de même. Quand vous voyez par exemple une punaise qui a une forme de feuille, ça interpelle. Et la sélection naturelle remplit parfaitement son rôle pour expliquer l'origine du mimétisme.
Faire plus de petits la génération suivante, c'est capter plus de ressources. Effectivement, là, vous pouvez avoir de la compétition intraspécifique. Mais ce n'est pas le seul mécanisme, c'est le seul qu'on a retenu dans l'imaginaire populaire, si vous voulez. Mais il y a aussi se reproduire plus parce que nous sommes plus attractifs sexuellement. Et là, vous avez tout un livre de Darwin sur la sélection sexuelle. Ce qu'on appelle la sélection sexuelle, c'est tout simplement le fait que certains attributs portés par les mâles, ou par les femelles d'ailleurs, sont complètement inexplicables en termes de performance. En termes de performance, on va dire, sur des tâches qui consistent, par exemple, à capter les ressources ou à échapper aux prédateurs. L'exemple le plus classique, archi rebattu, c'est la fameuse queue du paon. Vous avez déjà vu un paon mâle. Il y a une queue qui est plus longue que la longueur de l'animal. Un paon pour voler, pour échapper à ses prédateurs, il est drôlement handicapé. Donc il y a ce qu'on appelle des balances, des trade-offs en anglais, c'est-à-dire il y a des effets de, comment dire, il y a des effets de balance, oui, c'est-à-dire en fait, il y a des traits qu'on maintient parce que véritablement, ils permettent d'avoir davantage accès aux partenaires sexuels de sexe opposé, donc, et que cet avantage est plus fort que l'inconvénient d'échapper moins efficacement à des prédateurs. Donc une sélection sexuelle explique une partie des traits qui, en première instance, peuvent sembler incompréhensibles à travers les seuls deux premiers chapitres. Profiter des autres, et oui, on se reproduit plus quand on profite des autres, et vous avez le parasitisme, mais on peut aussi coopérer entre espèces, faire plus de petits, parce qu'on s'est associé en consortium, en quelque sorte, d'intérêts mutuels, et vous avez l'origine des symbioses. Nous sommes de grosses symbioses, vous le savez bien. Je ne sais plus le nombre d'espèces bactériennes que nous hébergeons dans notre tube digestif, mais je peux vous garantir que si vous êtes dépourvu subitement de cette flore intestinale, vous mourrez. Nous sommes des symbioses permanentes. Il y a plus de cellules qui ne sont pas des cellules humaines dans un corps humain que de cellules de génome humain. Ça, il faut le savoir. Le tube digestif est un superbe exercice de symbiose. Coopérer dans l'espèce, alors ça, c'est intéressant, et c'est même plus qu'intéressant, c'est très important. Faire plus de petits la génération suivante, c'est aussi la coopération intraspécifique. C'est le soin porté par la mère à son petit. C'est le soin porté à ses congénères. C'est finalement le début de l'entraide, de la compassion et de la relation sociale. Il y a une origine naturelle de la relation sociale chez Darwin, dans son Anthropologie de 1871, qui est expliquée, et qui va à contre-courant logique total de ce que Spencer a fait de Darwin entre-temps. Spencer a transposé brutalement la sélection naturelle au sens de capter plus de ressources dans les sociétés humaines, alors que Darwin prend le contre-pied total, mais trop tard. En 1871 seulement, il propose une origine naturelle de la compassion, de l'entraide, du sentiment social et même du sentiment moral dans son origine, dans la filiation de l'homme, donc la coopération intraspécifique qui devient un facteur d'évolution également. Donc c'est beaucoup plus compliqué, je tenais à le dire. Ne retenez pas les raccourcis médiatiques toujours évidemment caricaturaux. C'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus riche qu'on ne le dit généralement. Je vais en terminer sur l'espèce, parce que maintenant que la boucle est bouclée, vos générations se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà des individus qui font des petits. Vous avez des variants dont les fréquences varient de génération en génération. Et puis ce fleuve-là, ce fleuve qui s'écoule, ce fleuve de génération, de temps en temps, il est interrompu. J'aimerais terminer sur une note nominaliste. Ce fleuve, il est interrompu. Ça veut dire que momentanément, ou même de manière pérenne, on arrête de faire des petits entre soi. Donc il y a des forces de divergence qui sont l'altération permanente du vivant, et des forces de cohésion qui sont la reproduction entre soi. Alors là, je parle évidemment d'êtres vivants dotés de deux sexes et d'une sexualité, laquelle d'ailleurs trouve son origine, enfin sa logique en quelque sorte, dans le fait de stabiliser précisément les altérations de chacun des génomes. Alors vous avez tous appris au lycée que chacune de nos cellules possède notre bagage génétique en 2 exemplaires. On a 2 jeux de cartes. Et puis ces jeux de cartes, en quelque sorte, dans chacune des cellules, on a 2 jeux de cartes, et ces cartes sont, qu'il s'agisse de cellules somatiques ou de cellules sexuelles, ces cartes de toute façon sont altérées.
Les enzymes qui recopient les génomes, elles ont beau être fidèles, mais il y a tellement à recopier qu'elles se plantent, et il y a des mutations spontanées qui se produisent. Et si vous n'avez qu'un seul jeu de cartes dans chaque cellule, à la moindre altération qui se produit dans le gène, eh bien vous aurez une conséquence sur le physique de l'être vivant en question. Mais si vous prenez un partenaire, si on prend pour base que dans chaque cellule il y a 2 copies au lieu d'une seule, et que l'autre copie est acquise par un partenaire, le partenaire, vu le côté aléatoire des altérations, n'a aucune raison a priori, ou alors la probabilité pour qu'il soit muté sur la même caractéristique, sur la même carte du jeu de cartes, si vous voulez, elle est quand même faible. Ça veut dire que quand on réunit 2 jeux de cartes du papa et de la maman dans une même cellule, on a rebattu les cartes en plus, enfin ça je ne rentre pas dans le détail. Bref, il y a une altération sur un jeu qui est compensée par l'aspect normal de l'autre jeu, si vous voulez. Et donc la sexualité est un facteur quelque part de stabilisation. Tant qu'on se reproduit entre soi, on est un peu cohérent, et quand on arrête de se reproduire entre soi, les forces de divergence l'emportent. L'altération sur le vivant produit de la divergence parce qu'il n'y a aucune raison qu'une mutation qui se produit à un endroit ici, chez un individu, soit la même exactement qui se produit chez cet individu-là. Donc forcément vous divergez parce que les systèmes vivants sont des systèmes complexes, mais ça c'est un principe général. À la fois des systèmes complexes et des processus historiques. Vous étiez le meilleur copain, vous étiez copain avec quelqu'un dans votre cours de récréation en classe de CE2, vous avez fait les 400 coups ensemble, vous aviez les mêmes idées, vous lisiez les mêmes bandes dessinées, vous regardiez les mêmes filles, enfin bref, les mêmes films à la télé. Vraiment, vous aurez pris comme 2 frères. Et puis il y a un moment donné, tiens, vous avez changé de classe, vous étiez dans le même lycée, mais pas dans les mêmes classes. Et puis après, il y en a un qui a fait, après le lycée, qui a fait une filière donnée, puis l'autre a fait une filière différente. La vie allant de soi, c'est une métaphore, bien sûr, mais la vie continuant, 30 ans après, vous retrouvez votre copain, c'est plus le même. Et puis surtout qu'il a... qu'est-ce qu'il est con, hein, j'aurais jamais cru. Hein. Il a drôlement divergé. Hein. Oui, donc une force de divergence, c'est lié aussi au côté aléatoire de tout processus historique. Ce n'est pas seulement les mutations qui se produisent à des endroits différents, c'est aussi cette histoire d'accumulation d'événements dont les probabilités ne peuvent se concevoir que de manière conditionnelle ou conditionnée à l'étape antérieure. Donc on a un aspect cumulatif de la divergence historique dans les lignées. Alors si ce barrage-là il se maintient, à un moment donné on va se rencontrer, on ne va plus pouvoir faire des petits ensemble. Vous voulez un exemple ici, voyez, ici vous pouvez avoir par exemple des obstacles physiques. Un exemple, les Portugais ont amené des souris sur l'île de Madère il y a 500 ans. Ces souris sont arrivées, on en a un trace génétique, hein, ce sont des souris qui tirent une bonne partie de leur origine au Portugal. Ces souris se sont installées sur l'île de Madère, qui est une île, je vous le rappelle, très montagneuse, avec des vallées, donc des vallées entrecoupées par de hautes montagnes. Et les souris ne supportent pas le climat trop d'altitude, donc elles se maintiennent dans les vallées. Et ces souris se sont maintenues en petites populations distribuées dans les vallées, et puis les populations des vallées ne communiquaient plus entre elles. Il y a eu ce qu'on appelle un barrage en quelque sorte à la reproduction. Et comme les populations étaient de petits effectifs, ça a été très vite. Il y a eu des remaniements chromosomiques chez ces souris qui ont, en très peu de générations, envahi les petites populations de chacune des vallées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 500 ans après, vous avez 5 populations de souris avec des formules chromosomiques différentes. Et je peux vous garantir, quand vous regardez les formules chromosomiques, elles ne peuvent pas faire de petits ensemble. Ça ne va pas coller. Et donc, on a donc en 500 ans 5 espèces. Alors voilà, j'ai prononcé le mot espèce. On a en 500 ans 5 espèces sur cette île, alors qu'au départ, il n'y en avait qu'une. On a, à travers les génomes mitochondriaux, on a la trace de l'origine de ces souris, au Portugal, bien sûr. Hein. Donc on a donc 5 espèces en 500 ans qui apparaissent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des barrages à la reproduction. Alors bon, il y a plein de causes possibles, hein. Il n'y a pas que les chromosomes. Vous pouvez avoir par exemple une mutation dans un gène qui code pour une enzyme impliquée dans la voie de biosynthèse des phéromones chez les insectes. Les phéromones, ce sont des substances chimiques par lesquelles les insectes se reconnaissent en tant que partenaires sexuels. Voilà, vous pouvez avoir effectivement des blocages à la reproduction, soit parce qu'on ne sent pas de la bonne façon pour faire des petits ensembles, soit même on ne danse pas de la même façon
chez les drosophiles, chez les mousses drosophiles, il y a des mutants de la danse nuptiale qui ont été décrits. Enfin bref, vous pouvez imaginer toutes sortes d'événements qui peuvent se passer ici. Et voilà donc un flux de générations au cours du temps qui passe. Eh bien, je voudrais conclure en disant, là dehors, il n'y a pas d'espèce. Revenons à l'espèce, puisqu'on était parti de là finalement. Puis d'ailleurs, le titre de Darwin, c'est l'origine des espèces. Chez Darwin, c'est ce qui est fascinant, 150 ans après, c'est que quand on lit l'origine des espèces, on s'aperçoit que l'origine de l'espèce chez Darwin, ce n'est pas l'origine naturelle des espèces. C'est l'origine épistémologique de l'espèce. Darwin ne croit pas que là dehors, il y ait des espèces. Il dit dans son livre à un moment, oh, vous savez, le débat sur les espèces, moi quand j'interroge mes collègues, il n'y en a pas deux qui sont d'accord, et je suis proche de penser, il est toujours très prudent, il dit, je suis proche de penser que vraiment l'espèce, c'est une affaire de convention de langage. On a besoin de parler de ces trucs là dehors qui varient. Alors d'accord, il y a des communautés de reproduction. Allez, d'ailleurs Buffon l'avait déjà vu, hein, on va garder ça quand même. Il y a quand même des communautés de reproduction, mais ce qui importe surtout, c'est qu'on va associer à ce phénomène qui est la communauté reproductive un ensemble, mais on a conscience que c'est nous qui créons l'ensemble. L'espèce, elle n'est pas là dehors, elle n'est pas écrite sur la sauterelle, vous voyez ce que je veux dire. C'est nous qui mettons une étiquette sur une communauté de reproduction. Et c'est ce qui va se passer ici. Si vous regardez la définition théorique de l'espèce, je ne parle pas des critères de reconnaissance, mais véritablement de la définition théorique. La définition de l'espèce, quelle est-elle? C'est l'ensemble des individus qui font des petits ensembles et qui font de la descendance fertile entre un point de rupture du grand fleuve généalogique jusqu'au prochain point de rupture. C'est ce qu'on appelle finalement, un interneux de l'arbre du vivant. Eh bien, cet ensemble, c'est moi qui l'ai projeté sur le phénomène généalogique. Il n'est pas inclus dans le phénomène généalogique. Ce phénomène généalogique, vous êtes bien d'accord, il est continu dans le temps. C'est ça qui est fascinant dans le vivant. Vous avez une continuité générationnelle dans le temps, mais nous avons besoin, pour parler de la nature, nous avons besoin de discontinuité, parce que sinon on n'arriverait pas à en parler. L'espèce résulte donc de notre nécessité de parler sur un processus historique diachronique, c'est-à-dire qui s'étire dans le temps. C'est nous qui avons besoin de parler d'entités discontinues sur un processus historique qui, lui, est continu. Ça, c'est pas facile à comprendre, et quand on n'a pas compris ça, eh bien, on a des blocages et de fausses objections, ou plutôt non, pardon, des objections fausses à la théorie de l'évolution, et commises parfois, et ça, il se trouve que c'est ainsi, je le dis parce que c'est pas seulement un public qui ne serait pas scientifique, c'est parfois même des physiciens ou des mathématiciens qui écrivent sur la biologie alors qu'ils n'en ont pas compris le corpus profond épistémologique. Je peux citer des noms, si vous voulez, qui écrivent sur l'évolution et qui, de toute évidence, n'ont pas compris ce que c'est que l'espèce, n'ont pas compris ce que c'est que le nominalisme, ce que c'est qu'un processus historique, comment le hasard fonctionne en biologie. Donc ça, c'est quand même un phénomène à souligner. Et puis, si vous tirez le zoom arrière, vous le continuez, vous avez ce qu'on appelle un processus divergent. Cette grande généalogie théorique de la vie, cette généalogie, je vous l'accorde, elle est passée. Les petites boules, là, on ne les a pas. C'est le cadre théorique dans lequel on fait de la biologie aujourd'hui que je vous raconte là. Eh bien, vous tirez le zoom vers l'arrière, vous avez donc une forme arborescente, en quelque sorte. Et cette forme arborescente, je passe. Là, voilà. Darwin sait très bien que nous, les naturalistes, nous sommes obligés de regarder la nature en faisant le présupposé théorique qu'il y a une grande généalogie de la vie. Et ce que l'on va appeler la phylogénie, eh bien, c'est pas de l'ordre de l'ontologie, c'est de l'ordre de l'épistémologie. C'est de quel moyen va-t-on employer pour reconstituer secondairement, sachant qu'on n'a pas les ancêtres sous la main, pour reconstituer secondairement des degrés relatifs d'apparentement. C'est les lignes rouges. Et elles relèvent de la méthodologie. La phylogénie n'est pas ce grand arbre généalogique. J'ai dit qu'il était généalogique. Là, on a bien des relations d'ancêtres-descendants entre les petites boules. Comme on n'a pas les relations d'ancêtres-descendants, qui descend de qui? Là, la question ne se pose pas, on n'a que des actuels. Mais quand bien même on n'a pas accès à la relation d'ancêtre-descendant direct entre les petites boules, puisque ces petites boules sont théoriques, on n'y a pas accès empiriquement, c'est ça que je veux dire. Eh bien, on a remplacé, 100 ans après Darwin, on a remplacé
en quelque sorte, enfin c'est pas remplacé, on a superposé, pardon, à ce grand arbre généalogique une méthodologie qui ne permet pas de répondre à la question qui descend de qui, puisque ça on n'y aura jamais accès, mais qui répond à la question qui est plus apparenté à qui. Lesquels d'entre eux sont les plus apparentés entre eux, hein. Alors il se trouve que ce sont ces deux-là. Et on va fabriquer des classifications avec ça, mais là je vous renvoie à un film qui va être diffusé sur Arte le samedi 14 novembre à 20h45. On n'arrête pas la promotion. Ce film s'appelle Espèce d'espèce. Il a déjà été diffusé sur France 5, mais c'est un film très habile, et un film grand public, très habile, et qui ne renonce pas aux sciences qu'il montre. C'est un film de Vincent Gaulier et Denis Van Verbeek. Espèce d'espèce, ça s'appelle, et je vous le recommande. Ça poursuivra la conférence un peu au-delà de sa fin. Alors, je passe, et on en termine avec une petite typologie des créationnismes. Voilà. Parce que ça amènera peut-être certaines questions. Ça sera ma conclusion. Là, je vous ai parlé d'un Darwin scientifique qui ne fait qu'un travail de scientifique. Vous avez à l'extérieur des sciences des négations des résultats des sciences. Alors là, il ne s'agit pas des erreurs épistémologiques nécessairement commises par des gens qui ne comprendraient pas la biologie. Non, on a souvent là des programmes politiques affichés, hein. Vous avez dans leurs manifestations ce qu'on appelle un créationnisme intrusif, hein, c'est-à-dire qui vient en quelque sorte de l'extérieur des sciences légiférer sur ce que les sciences doivent trouver ou pas. Qu'est-ce qui est tolérable dans les résultats scientifiques et qu'est-ce qui n'est pas tolérable? Alors vous avez là, la première des manifestations, vous l'avez tous vu, c'est la négation pure et simple des résultats de la science. Si vous avez eu des témoins de Jéhovah à votre porte un jour, vous avez typiquement la typologie du négationnisme scientifique, c'est-à-dire c'est fait à l'aide de métaphores, hein, souvent. Moi je me souviens par exemple dans leur bouquin, cet argument qui consiste à dire, oui, la théorie de Darwin prévoit que la matière s'organise toute seule. Écoutez, moi quand je mets un clou là dehors, je pose le clou dehors, je l'oublie, il pleut, le clou se rouille, il se dissout. La matière, si elle n'est pas insufflée d'une puissance divine, la matière se dégrade. Non, mais la négation. Enfin, moi, je veux pas porter préjudice à quiconque, mais regardez l'atlas d'Aruniaya distribué dans tous les lycées, enfin pas tous, mais les grands lycées nationaux, dans les grandes villes, dans les laboratoires de recherche. C'est du négationnisme pur et simple. On vous met sur 1000 pages, il y a un paléontologue dans la salle, il pourrait témoigner, on vous met un fossile, plein de photos, et puis on vous met un actuel. Et on vous explique, regardez, le fossile et l'actuel sont les mêmes, il n'y a pas d'évolution. Non, mais c'est puissant, hein. Et c'est risible. C'est risible quand on voit que, par exemple, l'actuel qui vous est montré, c'est un ver annélide, et le fossile qui vous est montré, c'est un échinoderme, hein. C'est une crinoïde, c'est proche des étoiles de mer. Ils commettent en plus des fautes de zoologie ou de systématique énormes. Ils vous montrent des bestioles comme identiques, mais elles n'appartiennent même pas au même embranchement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, indépendamment des fautes factuelles, c'est surtout la faute épistémologique, à mon avis, qu'il faut pointer. C'est qu'il y a un programme politique derrière ces organisations qui veulent instrumentaliser les sciences à leurs besoins. Et Aruniaya, bien sûr, on voit dans le dernier chapitre que c'est la vérité du Coran qui est promue. La négation des sciences est au service d'une vérité inscrite dans le Coran. Et l'antidarwinisme s'exprime dans ses facettes les plus exubérantes lorsqu'on rend Darwin, par exemple, à une des pages de son ouvrage, mais vous irez voir sur son site web, hein, responsable de la chute des Twin Towers, responsable du nazisme et du stalinisme. On a les trois motifs, hein, qui se... Alors, plus sophistiqué, la mimétique de la science. En 1969, un ingénieur et un pharmacologue américain se disent le créationnisme négateur, on constate bien qu'on n'arrive plus à remporter l'assentiment des classes moyennes américaines, donc il faut... En 1960, les classes moyennes américaines elles commencent à faire confiance à la science. On peut plus se pointer chez quelqu'un en disant ce que racontent les scientifiques, c'est des bêtises. Donc, changement de stratégie, Morris et Gish disent vendez plus de science. Vendez la preuve scientifique de la vérité du texte sacré, disent-ils. Et donc, on a une entreprise qui consiste à prouver scientifiquement ce qui est écrit dans la Genèse biblique,
Alors, il y a une programmatique de la découverte. Il faut prouver que les couches sédimentaires se sont déposées de manière synchrone pendant le déluge. Il faut prouver que les trilobites ont vécu en même temps que les hommes, les dinosaures en même temps que les hommes. Il faut prouver que il y a simultanéité. Non, il y a coupure irrémédiable entre ce qui est un singe et ce qui est un homme. Alors, bon, il y a toute une liste comme ça. Et donc, il y a une programmatique de la découverte. Et je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques dans la salle. Je n'ai pas besoin de vous dire que s'il y a une programmatique de la découverte, il ne peut plus y avoir de science. En tout cas, pas de science fondamentale. Science appliquée, c'est plus compliqué. Mais science fondamentale, où le cône des possibles s'ouvre devant vous, même si vous savez, lorsque vous faites une expérience, qu'il y a toujours un champ des réponses possibles, ce champ n'occulte jamais la possibilité d'avoir des surprises. Moi, je suis phylogénéticien, je peux vous dire des surprises, j'en ai. Nous, les scientifiques, nous secouons les surprises de manière à vérifier si elles résistent bien, si ces surprises ne relèvent pas d'artefacts, et une fois qu'on les a bien secouées, bien tordues dans tous les sens, on les publie à la face du monde, parce que nous pensons que ce sont des surprises solides. Après, les collègues vont statuer. Hein. Mais si vous avez une programmatique de la découverte, il n'y a plus de sciences. Les sciences sont fondées sur un scepticisme initial sur les faits. Plier la science, alors ça c'est encore plus sophistiqué. Stratégie post-Maurice Egish aux États-Unis, ce qu'on appelle l'intelligent design. Vous avez entendu parler de ça? Alors là, on n'est plus dans la démonstration scientifique de la véracité du contenu littéral d'un texte. C'est encore plus sophistiqué. On prend la théologie naturelle de William Paley, qui est un théologien de la fin du XVIIIe siècle, et on fait passer cette théologie naturelle comme étant de la science. Et là, on est sur un jeu d'étiquettes. C'est-à-dire, on va faire rentrer en science quelque chose qui, normalement, dans le contrat d'aujourd'hui, n'en fait pas partie. L'intelligent design est un discours théologique. Je ne veux pas discuter de sa validité. Je l'identifie comme un discours théologique parce qu'il a recours à ceux dont s'étaient privés les scientifiques il y a 200 ans pour faire... Ils avaient reculé pour mieux sauter, si je peux me permettre. C'est bien parce que les scientifiques ne se permettent pas le recours à une providence omnipotente et omnisciente qu'ils peuvent produire ce qu'on appelle un progrès expérimental. Votre effort expérimental, vous le produisez bien précisément parce que vous ne vous satisfaisez pas dans le champ de l'explication rationnelle du monde réel, vous ne vous satisfaisez pas d'un acteur omnipotent et omniscient qui ferait tout. Il n'y aurait plus d'expérience à faire. Si dès qu'il y a une question à poser, vous pouvez mobiliser une explication unique, omnipotente et omnisciente. Mais c'est aussi bête que ça, l'intelligent design. C'est cette hypothèse dite scientifique selon laquelle, lorsque j'ai une difficulté à la paillasse, eh bien c'est plus facile de l'expliquer par un designer qui est dans les cieux, là-haut, que de l'expliquer par la nature, c'est-à-dire variation-sélection. Mais bien sûr que c'est plus facile. Mais bien sûr que c'est plus facile. Je ne fais pas offense à votre intelligence. Bien sûr que si vous pouvez mobiliser à tout moment un designer, c'est plus la peine de faire des manips. Mais c'est aussi bête que ça, l'intelligent design. Alors vous allez voir sur le site web, c'est évidemment agrémenté de biochimie, de contrôle génétique du développement, de régulation du ribosome. Il y a des phénomènes biologiques qui sont qualifiés a priori d'irréductiblement complexes. Irréductiblement complexes. Alors il y a des astronomes dans la salle, je ne sais pas, il y a des gens des sciences de la Terre, et quand vous avez une difficulté pour expliquer le monde, est-ce que ce n'est pas un renoncement épistémologique que de dire « Ah, c'est irréductiblement complexe, on n'y arrivera jamais les mecs, stop !» Jamais les sciences n'ont pu faire un quelconque progrès dans un renoncement à cet optimisme épistémologique qui est celui des scientifiques. Au moment où nous rencontrons une difficulté dans l'explication du monde réel, c'est là qu'il faut se creuser les méninges et fabriquer la manip la plus féconde, celle qui va, en quelque sorte, nourrir les collègues, parce qu'ils vont vous éprouver, les collègues, et ça fait partie de l'éthos du métier. Les sciences ne sont pas arrogantes, c'est l'inverse, elles sont humbles. La validité d'une assertion scientifique, ou sa légitimité, elle ne vaut que par la possibilité que vous donnez à vos collègues de vous remettre en cause. Les gens de l'intelligent design conçoivent la validité d'une assertion précisément à l'impossibilité de la remettre en cause, l'impossibilité épistémologique de la remettre en cause. Le designer, il est omnipotent, il faut bien voir. Franchement, j'ai l'impression de vous dire des choses évidentes, mais on est stupéfait du succès de ces trucs-là aux États-Unis. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que les sciences et comment elles fonctionnent. Donc c'est facile, effectivement, de réintroduire William Paley. La providence est à l'origine de la perfection, de l'adéquation entre la forme et la fonction dans le vivant. Ah, revenons à l'œil. Ah, votre œil.
Franchement, quand on regarde d'un œil, mais c'est trop bien fait, quoi. Le rayon de courbure du cristallin, c'est pile poil ce qu'il faut pour que les rayons lumineux tombent sur la rétine. Non, mais c'est ça, l'intelligent design, c'est ça. C'est la métaphore de William Paley, la métaphore de la montre. Je trouve une montre par terre, dit William Paley, j'ouvre la montre, c'est formidable. Chaque pièce de la montre est rigoureusement agencée pour que l'ensemble fonctionne et vous donne l'heure à la bonne heure. La perfection de l'adéquation entre la forme et la fonction dans la montre me fait inférer l'existence d'un horloger qui est à l'origine de sa fabrication. Eh bien, le Paley, je vous rappelle, c'est un raisonnement théologique. Hein. C'est une analogie. C'est-à-dire, on prend ce raisonnement, on transpose la montre aux êtres vivants, on dit « Ah, dis donc, le rayon de courbure de l'œil, c'est pile poil ce qu'il faut pour que le rayon lumineux tombe sur la rétine. » J'en infère l'existence d'un grand horloger. Bah, designer, voilà le grand horloger. Le problème, c'est que là, on est fin XVIIIe siècle, et que la science n'a pas encore acquis son autonomie politique à l'égard de la théologie. Mais Johnson, qui est un juriste, je vous rappelle, hein, Philip Johnson, qui a inventé ce machin-là, et qui était juriste, qui n'est pas scientifique, lui, il ramène ce truc-là au XXe siècle et vous dit, voilà une nouvelle science alternative au darwinisme qui va mieux expliquer la complexité du vivant. Bah, s'il y a un designer, c'est plus la peine de faire de la science. Alors, je vous dis ça, ne me prenez pas... Il y a bien des philosophes des sciences qui sont atterrés par la bêtise de l'intelligent design, mais il y a aussi des théologiens qui sont atterrés par la bêtise de l'intelligent design. Des théologiens intelligents, enfin des théologiens qui ont compris comment fonctionnent les sciences, refusent qu'on mette sous ce signe, enfin qu'on salisse le travail théologique en quelque sorte du sceau de l'intelligent design. Allez, ma conclusion. Et là, je vous mobilise pour les scientifiques de la salle. Il y a encore plus sophistiqué que l'intelligent design dans les incompréhensions dont la biologie font l'objet. Il y a ce qu'on appelle l'englobement politique. C'est ce qu'on appelle le spiritualisme englobant. Alors là, c'est encore plus sophistiqué. Ces gens-là disent qu'ils récusent l'intelligent design. Comment est-ce qu'on peut être encore plus sophistiqué que l'intelligent design? Eh bien, on fait comme si les sciences constituaient, en tant que production collective d'un métier, une pièce de puzzle à insérer dans un complexe culturel, théologique, la plupart du temps, plus large. Mais ce contexte imprime aux sciences, en quelque sorte, impose un certain nombre de contraintes. Science et théologie seraient complémentaires et convergentes dans la construction de quelque chose qui serait plus grand. Alors peut-être, après tout, mais ce quelque chose qui est plus grand, les scientifiques n'ont pas à le prendre comme contrainte sur leurs épaules au moment où ils découvrent quelque chose sur le monde réel. Or, ce que font ces gens-là, les spiritualismes englobants, l'Université interdisciplinaire de Paris ou la John Templeton Foundation aux États-Unis, c'est qu'on exige des scientifiques, à titre de profession, c'est-à-dire non pas à titre individuel, mais à titre collectif, de se mobiliser sur des questions métaphysiques. Alors, ah oui, pourquoi pas se dit-on. Quand on voit par exemple dans Le Monde, journal Le Monde, 22 février 2006, l'UIP fait un encart pour une science sans a priori. Ouvrez-vous. Alors oui, d'accord, on s'ouvre. Et on s'ouvre à quoi? Eh bien, ouvrez-vous, les scientifiques sont convoqués à titre collectif, je répète, à titre collectif, pour prendre leur responsabilité sur les conséquences métaphysiques de leur découverte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, j'ai découvert que la morue était plus apparentée au Saint-Pierre qu'elle ne l'était de la baudroie. Alors je me serais attendu à ce que la baudroie et la morue soient plus apparentées entre elles. Qu'est-ce que ça veut dire, les conséquences métaphysiques de mes découvertes? Alors, mais en fait, c'est sérieux. Là, j'ai l'impression de rigoler, mais je suis sérieux. À titre collectif, nous n'avons pas à prendre parti sur les conséquences métaphysiques de nos découvertes. Le contrat dont je parlais, qui a été signé à la charnière 18e et 19e siècle, c'est un contrat d'autonomie politique et métaphysique précisément. Si vous prenez si vous chargez des contraintes métaphysiques sur vos découvertes à titre collectif en tant que profession, vous serez convoqué un jour à la Sorbonne, comme Buffon l'a été, parce que ce que vous aurez découvert ne sera pas compatible avec ce qui sera convenu de penser en métaphysique à un moment donné. Notre autonomie, nous scientifiques, on la doit à notre abstinence métaphysique et politique. Vous ne mettez pas, à la fin de votre papier, vous ne spécifiez pas vos options politiques personnelles ou vos options métaphysiques personnelles, à aucun moment. Le papier serait refusé, de toute façon. Les sciences n'ont acquis leur autonomie que par cette abstinence. Il y a donc une dimension collective et une dimension individuelle qu'il faut respecter, libre à chacun. Alors,
ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, à l'échelle individuelle, libre à chacun, bien sûr, d'opter chez soi pour l'option métaphysique ou politique de son choix, mais mélanger ceci avec des connaissances scientifiques qui ont été collectivement validées, et surtout le mélanger ès-qualité, c'est-à-dire en tant que scientifique, est une entorse à la déontologie du métier. Et vous avez à l'UIP des fédérations de chercheurs, Trygve Svensen, qui est passé la semaine dernière encore chez Mathieu Vidard, le plus spiritualiste des astrophysiciens, dit clairement, moi je suis bouddhiste et astrophysicien et je ne fais pas la différence. Ben si, il faut faire la différence parce que la science, dans la validation collective des affirmations expérimentales, dans leur validation collective, sont d'essence laïque, sont tacitement laïques. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contexte de validation des sciences est tacitement laïque, ben c'est tout simplement, tacitement, sans qu'on ait besoin de se le dire, sans qu'on ait besoin de parler de laïcité même, mais sans qu'on ait besoin de se le dire, au laboratoire, nous laissons nos options métaphysiques personnelles au vestiaire. Nous ne chargeons pas nos expériences de ces options. Et les sciences n'ont pas pour programme de valider telle ou telle option métaphysique, quelle qu'elle soit. Hein. Vous pouvez vraiment tout imaginer. Bah, c'est pas à titre collectif, ce n'est pas de notre métier que de traiter de ces questions-là. Il y a de la place pour les philosophes, il y a de la place pour les théologiens, et quand je dis ça, je ne le dis pas de manière péjorative. Si on veut organiser correctement un dialogue entre sciences et société pour traiter ces problèmes qu'ont l'évolution en dehors des sciences, eh bien, il faut d'abord commencer par identifier des périmètres de légitimité. Et chacun a son périmètre de légitimité. Les problèmes viennent quand, effectivement, on les mélange et on se marche sur les pieds. Merci de votre attention.